Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du meurtre, ou tous les sous-entendus. Déjà, que peut-on appeler un meurtre en France? Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à quelqu'un dans des conditions irrégulières. Évidemment, c'est pas dans les situations de guerre, par exemple. Alors, avant même de commencer, différencions plusieurs aspects de donner la mort. Il y a donner la mort volontairement, donner la mort en préméditant sur presque un long terme et donner la mort par accident. Est-ce qu'il y a des appellations différentes au niveau des sanctions, au niveau juridique? Oui, bien sûr. Donner la mort en préméditant, c'est ce qu'on appelle un assassinat. Donner la mort en le voulant mais sans l'avoir préparé à l'avance, c'est un meurtre. Et donner la mort sans l'avoir voulu, dans certaines circonstances, c'est un homicide involontaire. L'exemple type, c'est l'accident de la route. Merci. Est-ce que dans ces trois cas, il y a toujours en théorie des formes de sanctions pour justement empêcher que demain, par accident, l'on fasse des bêtises qui ôtent la vie à d'autres êtres humains? Les trois cas sont des infractions qui sont graves. Bon, elles n'ont pas toutes la même gravité. Par exemple, l'assassinat, donc le meurtre avec préméditation, on encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour toute la vie. C'est la peine maximale encourue selon la loi. Et pour l'homicide involontaire, sur la route par exemple, on encourt maximum 5 ans d'emprisonnement. C'est quand même déjà beaucoup. Alors, je vous embêterai à pas mal de petits exemples et des réponses succinctes pour être sûr d'avoir brossé un panel sans toujours tout dire. Alors, que risque-t-on quand on fait une menace de mort? La menace de mort, c'est déjà en soi-même un délit. C'est une infraction qui est sanctionnée devant le tribunal correctionnel. Selon la nature de la menace, on encourt un certain nombre d'années de prison. Ça peut aller jusqu'à 5 ans quand c'est réitéré et par exemple quand c'est aggravé par une circonstance de racisme ou de xénophobie ou de problème de religion. Voilà. D'accord. Et quand donc ça, c'est quand cette personne s'adresse directement à vous, que ce soit de manière verbale, par papier, ou je ne sais, ou à vos biens. Et quand c'est quelqu'un, on a ouï dire, qui prépare votre meurtre. Alors c'est plus délicat parce que, comme toujours, la justice, elle veut des preuves pour pouvoir sanctionner. À partir du moment où il y a quelque chose qui est suffisamment avancé dans la préparation pour qu'on puisse dire, ben voilà, la personne qui va vouloir le faire, elle a tellement avancé dans sa préparation qu'elle ne pourra plus reculer. Eh bien, là, la loi sanctionne, ça s'appelle la tentative. C'est la tentative de meurtre, par exemple. Merci beaucoup. Eh bien, justement, j'arrivais à la tentative elle-même. Donc, quelqu'un qui a été pris sur le fait, une tentative, mais déjà élaborée, presque à accomplir son acte de meurtre. Oui. C'est une tentative de meurtre. Et je le dis, hein, la loi l'énonce comme ça. Tenter de faire mourir quelqu'un ou le faire mourir effectivement, c'est sanctionné de la même peine. C'est pareil. Quel que soit le motif. Quel que soit, il n'y a pas de bon motif pour tuer quelqu'un, sauf quand c'est vraiment l'ordre de la loi. Et moi je pense en particulier, comme je disais tout à l'heure, au fait qu'on est un soldat et qu'on doit aller faire la guerre parce qu'il faut défendre son pays. Alors, à ce niveau, comment peut-on déjà, à ces deux titres, menace et tentative, se plaindre ou en tout cas éviter de se retrouver victime? Pour éviter de se retrouver victime, il faut effectivement être attentif, il faut en parler à des personnes, éventuellement il faut aller déposer plainte à la gendarmerie ou à la police. Ça c'est le réflexe de base que l'on doit avoir quand il y a vraiment un risque important, objectif que l'on a constaté. Alors justement, tentative. Quelqu'un a tenté, que ce soit dans le couple ou autrement, a tenté à me tuer et me le disait, me le répétait, m'a étranglé jusqu'à presque ne plus avoir de souffle. J'en suis sorti et je sais que ça recommencera. Comment faire et peut-être même presque être protégé en le faisant? Oui, je sais, c'est des traumatismes terribles. On est dans la violence quotidienne avec en plus un contexte qui est très affectif. Hein, c'est dans la famille. On ne dénonce pas facilement quelqu'un qui est son mari ou son frère ou son père, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même arriver à en parler, il faut déposer plainte. Les peines encourues sont vraiment très très importantes, mais elles sont aussi considérées avec une certaine humanité et surtout une certaine compréhension de la situation dans la famille. Alors, quelques exemples. Déjà celui-ci, quelqu'un qui vous tient des propos verbaux, on a l'impression que c'est un marginal ou quelqu'un d'à part, mais vous êtes quelqu'un de fragile, que ce soit par votre âge, vous avez une crise cardiaque. Comment faire en sorte qu'on vous protège de cette personne, que ce soit quelqu'un qui traîne dans le quartier, etc., et qu'on a déjà dû vous hospitaliser, ou etc.
des faits. On a des faits. Peut-être pas des preuves, mais des faits. Ah, ça c'est vrai que c'est une question à laquelle on cherche tous à trouver une bonne réponse. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, c'est toujours des réponses qui sont un petit peu mélangées, un petit peu combinées. On a tous en tête ces gens qui sont comme ça dans les quartiers ou dans la famille, il y en a un qui se comporte pas bien et qui justifie en fait de soins presque plus que de sanctions. Est-ce qu'il y a une solution? Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'à chaque moment, dans les événements qui arrivent, la réponse, elle est plutôt médicale, ou elle est plutôt judiciaire, ou elle est plutôt au sein de la famille. Ça dépend. Alors, restons au niveau de la victime. Cette personne a eu des effets négatifs sur quelqu'un, qu'il soit physique ou psychologique. Des personnes ont dû être, en tant que victime, internées au CHU par le SAMU, soit blessées ou soit effectivement un arrêt cardiaque de quelques secondes. Qu'est-ce qu'elles peuvent, par rapport à des faits, en tant que victime, se protéger demain? C'est pareil, elles doivent déposer plainte. Elles doivent faire connaître le fait que tout ça, ça résulte d'une menace ou d'une action, même de gestes de violence psychique qui ont été commises à leur encontre. Si on n'en parle pas, ça continuera. Je crois qu'il faut quand même, c'est ça qu'il faut dire. Si il n'y a pas de réaction, je ne vois pas pourquoi celui qui agresse arrêterait de le faire. Merci. Alors, venons maintenant à l'une des catégories que nous avons citées en ouverture, la mort provoquée, mais de manière involontaire. Oui. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'accident de la route, par exemple, mais il peut y avoir d'autres hypothèses relativement nombreuses, presque infinies, où on n'a pas tout à fait, par exemple, bien protégé le carter de la lame qui coupe sur une machine dans une entreprise. Ou c'est l'hypothèse où une plage particulièrement dangereuse n'a pas été suffisamment soit surveillée, soit annoncée par un panneau en disant attention, si vous baignez là, vous risquez votre vie. Alors rapidement, donc on va essayer de synthétiser sur chaque terme, chaque exemple. Un enfant qui se noie dans une mare, c'est de la responsabilité de qui, en théorie? Tout dépend comment ça se passe. Normalement, un enfant qui se baigne, il doit être surveillé. Donc c'est a priori la responsabilité de ceux qui le surveillent, cet enfant qui est en cause. Maintenant, tout ça c'est une question d'appréciation. Et d'ailleurs, c'est pas forcément des drames, parce que c'est toujours des drames, ce genre d'histoire-là, qui vont devant le tribunal correctionnel. Ça peut être simplement un partage de la responsabilité civile, comme on dit. C'est la responsabilité, on essaie de dédommager simplement le malheur qui a été causé. D'accord. Alors très rapidement, donc au niveau sanctions, juste 2-3 exemples. Autant sur une autoroute, il est interdit d'avoir un véhicule qui roule à moins de 40 km/h. Mais autant si vous êtes un cycliste et que vous êtes sur une autoroute, est-ce qu'il y a une sanction prévue par celui, même de manière accidentelle, mais qui est rentré sur vous? Non pas vous qui êtes en plein milieu de l'autoroute, mais qui a eu un écart de conduite. Bon, c'est difficile de donner une seule réponse à ça. Moi, je dis simplement qu'au final, et pour les responsabilités civiles, c'est-à-dire la responsabilité qui consiste à indemniser ce qu'on a causé, le cycliste qui est quand même la victime principale, c'est lui qui est le plus blessé quand même a priori, oui. Eh bien, s'il est dans cette situation-là où une faute pourrait être reconnue contre lui, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un partage de responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne sera pas indemnisé pour la totalité du préjudice qu'il a subi, parce qu'il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, un petit peu participé. D'accord. Alors, maintenant, au niveau de l'avortement, il y a une idée culturelle qui dit qu'on ne peut avorter que dans les 3 mois. Est-ce qu'en France, il y a sanction quand quelqu'un avorte au-delà de 3 mois? Est-ce que c'est considéré comme un meurtre? Alors, c'est pas considéré comme un meurtre. N'est un meurtre que le fait d'apporter la mort à une personne qui est déjà née, qui a un état civil. Donc c'est pas un meurtre, mais c'est une infraction quand même lorsque c'est commis au préjudice d'un petit être qui n'est pas encore né, mais qui est au-delà de ce délai qui a été prévu par la loi, qui permet d'interrompre une grossesse. Il y a un moment donné, ce qu'il y a dans le ventre de la maman est un peu plus que simplement une simple grossesse. Et là, il y a plusieurs personnes qui peuvent être sanctionnées, non seulement l'entourage, voire les parents eux-mêmes, mais aussi, j'irais presque dire surtout, le médecin ou le pseudo-médecin qui a osé commettre un acte pareil. Alors justement, revenons sur cet aspect très rapidement, sur une tentative de meurtre. Un mari ne veut pas que sa femme avorte, elle a déjà 4 mois, 5 mois, la femme veut avorter au prétexte, on va dire, de divorce probable. Est-ce que le mari peut utiliser la loi pour empêcher la femme qui a déjà 4 ou 5 mois d'avorter à l'étranger? Non, les femmes ne sont pas les prisonnières de leur mari. Si quelqu'un prend une décision de cette gravité-là, c'est quand même très très grave, c'est une décision qui ne regarde que la femme qui porte l'enfant. Mais moi je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que l'avortement c'est quelque chose
vraiment de très très important, de très très grave pour la mère, pour l'enfant et puis pour l'avenir ensuite. Et ça ne se fait pas comme ça, c'est pas une simple décision pratique. Voilà. Quand on a passé le délai qui est prévu par la loi en France, que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il faut laisser naître cet enfant. Merci. Maintenant, laisser naître cet enfant, quand cet enfant est handicapé, est-ce que la loi nous autorise un délai plus que 3 mois, si justement dans les 3 mois, il n'y avait pas de détails nous permettant de savoir qu'il serait handicapé ou qu'il mourrait dans les 6 ans par rapport à une maladie rare? Qu'est-ce que dit la loi pour que ce soit justement pas un meurtre? Non, il y a le délai que j'évoquais tout à l'heure, c'est un délai qui est fixe, qui ne bouge pas, quelles que soient les causes et les raisons de la décision qui concerne d'ailleurs uniquement les parents qui a été prise. Au-delà, quelles que soient les circonstances, c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Aux yeux de la loi. Merci. Nous avons eu pas mal de faits, que ce soit au niveau national ou local, de mères ou de pères qui tuent leurs enfants. Rappelez-nous en quoi il est interdit. Vous nous disiez encore qu'un enfant, sa vie c'est sa vie, son corps c'est son corps. Alors rappelez à ces quelques êtres malheureux, peut-être eux-mêmes en détresse, mais qui estiment avoir le droit de tuer leur enfant. Oui, un enfant. Quelle sanction? Un enfant, ce n'est pas une moitié d'être humain. C'est un être humain complet qui est libre, qui est responsable de son corps et que l'on doit respecter comme n'importe qui, quel que soit son âge. Que prévoit la loi? Le fait d'être en situation d'avoir de l'autorité sur un enfant, on est le père, on est la mère, peut-être qu'on est l'oncle, etc. Enfin, d'avoir autorité sur cet enfant ne donne absolument aucun droit particulier de vie sur ou de vie mort. ou de mort sur cet enfant, même aucun droit particulier d'exercer des violences sur cet enfant. Voilà. Qu'est-ce que l'on risque? Ensuite, c'est une question, pour les violences les plus légères, c'est une question d'appréciation. Alors qu'est-ce qu'on risque? On risque la même chose que si on tuait quelqu'un. Je disais tout à l'heure, si on a prémédité la disparition de son enfant, même notre tout petit enfant, même notre bébé qui vient de naître, si on l'a prémédité, c'est un assassinat et c'est la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la prison pour toute la vie. Merci de le répéter, je crois que je vous le ferai répéter encore 2 ou 3 fois tout à l'heure. Un enfant qui surprend une conversation de ses pères et mères qui préméditent ça, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Où aller, comment se faire entendre? C'est terrible hein, ce que vous dites. Oui, mais s'il y a un seul être humain sur Terre et qui nous entend, il vous écoute. Oui, bah, bien sûr, bah, il faut qu'il parle, bien sûr. Il faut qu'il parle, il faut qu'il aille voir. On a déjà évoqué des situations presque aussi dramatiques, pas autant quand même que celles que vous évoquez. Bon, il connaît sans doute, je suis sûr qu'il connaît un adulte en qui peut avoir confiance. Peut-être qu'il ne le connaît pas de manière amicale, mais à l'école, au secteur social, une voisine dont il sent que c'est quelqu'un de bien, voilà, il faut qu'il aille voir puis qu'il cause. Au pire, vous nous dites souvent, un enfant, quel que soit son âge, qui va dans un commissariat de police ou une gendarmerie, la loi impose à ses fonctionnaires de l'écouter. Oui, bien sûr, de l'écouter avec respect, surtout quand il est là pour expliquer qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer chez lui. Alors, monsieur le procureur, monsieur prêtre, je vais vous prendre un témoin, parce qu'il y a eu d'autres procureurs avant vous, et d'autres cas de ce fait, où certains se sont exprimés au moment des faits, et par la suite devant les journalistes, quand on retrouve des corps de nourrissons dans des décharges sans tête. Aujourd'hui, on peut retrouver la traçabilité de tout le monde, et pourtant on n'a jamais eu de suite de vos prédécesseurs procureurs qui nous disaient voilà le coupable, alors qu'ils nous dirait qui serait le coupable. Oui, vraiment la technique a beaucoup évolué ces derniers temps, et même je dirais presque de 6 mois en 6 mois ça évolue. Et aujourd'hui vraiment on arrive avec les recherches sur génétique, sur l'ADN, hein, sur l'acide désoxyribonucléique qu'on a dans nos cellules, et il y a la possibilité de pouvoir identifier précisément quelqu'un, identifier ses parents. Mais alors il ne suffit pas, si vous voulez, d'avoir le message génétique du petit bébé ou du corps du petit bébé qu'on vient de retrouver. Ensuite, il faut pouvoir le comparer à d'autres personnes pour pouvoir dire c'est son père, c'est sa mère, ou c'est quelqu'un qui lui est apparenté. Quelle est la sanction? Donc il y a quand même toute une investigation qui n'est pas forcément aussi systématiquement réussie que ce que vous avez l'air de vouloir dire. Dans le cas où on retrouve, il y a eu des témoins, où on a réussi à monter, incitez-nous à ne pas commettre un acte comme celui-ci. Et je le répète, tuer un enfant, c'est comme tuer n'importe qui. C'est un meurtre ou un assassinat, c'est 15 ans ou pour toute la vie en prison. C'est simple. Surtout que dans ce cas précis, il y a des structures d'accueil qui peuvent même adopter votre enfant en France.
Oui, alors si vous voulez revenir à toutes ces hypothèses-là, il y a plein de mécanismes qui permettent par exemple d'accoucher de manière totalement anonyme, qui permet aussi de remettre un enfant dont on sent qu'on n'est pas capable de l'éduquer correctement à des services qui sont spécialisés, et tout ça encore en garantissant l'anonymat, c'est-à-dire le respect de cette personne qui prend la dramatique décision de se séparer de son enfant. Voilà. D'accord. Donc nous rappelons aujourd'hui le thème, le meurtre, ou en tout cas la mort, quelle que soit la forme, donner la mort à, 3 points de suspension. Alors justement, dernièrement, j'étais en rapport avec un haut responsable de la santé sur notre département qui me disait, Monsieur Malael, voilà-t-il qu'aujourd'hui, à ce jour, sur votre île, 20% des hommes séropositifs mais mariés ne disent à ce jour rien à leur femme et justement, pour qu'elle n'ait pas de doute, ne portent pas de préservatif. Que fait la loi dans un cas comme celui-ci pour protéger des victimes? N'est-ce pas un meurtre que de donner à quelqu'un le sida ou une maladie infectieuse? Alors si on a une relation sexuelle avec quelqu'un en sachant qu'on est soi-même malade et qu'on le fait pour donner la maladie à l'autre, alors là la loi est absolument sanglante elle aussi. Elle assimile ça tout à fait. Pourquoi pas un meurtre? En tout cas à une intention tout à fait grave de blessure pouvant entraîner la mort, etc. Donc les sanctions c'est aussi plusieurs années, dizaines d'années même de réclusion criminelle. Bon maintenant quelqu'un qui est simplement négligent, qui n'a pas cette intention de nuire, quoi, véritablement, qui est négligent, eh bien c'est quelqu'un qui est là et qui met en danger la vie des personnes. Lui et aussi, la mise en danger, c'est dans les à peu près 3 ans d'emprisonnement encouru. C'est la même chose que quelqu'un qui décide tout d'un coup de prendre sa voiture, de boire comme c'est pas possible et d'aller exprès dépasser d'autres voitures en haut d'un borne alors qu'il voit rien de l'autre côté, et évidemment il va percuter un groupe de cyclistes ou je ne sais quoi. C'est pareil, il a mis en danger non seulement sa vie mais la vie des autres, et c'est sanctionné par la loi par plusieurs années d'emprisonnement. Alors monsieur le procureur, si ça se fait encore aujourd'hui et peut-être à l'instant où cette émission est diffusée, c'est qu'il y a une absence dans la loi. Ces médecins notamment me disaient que eux s'y prenaient sur eux, parce que ces personnes leur font, si on a ce chiffre, c'est que les personnes savent que le médecin est couvert par l'anonymat, donc pas par l'anonymat, par le secret médical. Voilà, d'où anonymat, et que eux justement n'ont pas le droit aujourd'hui en France d'aller dire à l'épouse que votre mari a le sida. Oui, tout à fait. Il y a un manque au niveau de la loi, c'est-à-dire qu'on est complice de meurtre là. Non, ce n'est pas un manque, c'est prévu par la loi, donc c'est pas un manque. La loi dit, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est que quelqu'un qui est malade, qui risque en plus de diffuser cette maladie, aille voir un médecin en confiance? Vous adressez au médecin là? Aille voir un médecin en confiance pour être soigné? Ou est-ce que l'important, c'est que cette personne-là, on dise à tout le monde qu'il est malade et qu'il faut le mettre à l'écart, comme on faisait autrefois du côté de la désirade avec les lépreux? Bon, le choix qui a été fait par la loi aujourd'hui, c'est de dire non, on privilégie le fait de soigner cette maladie et d'avertir cette personne-là, donc on privilégie le fait qu'elle puisse venir en confiance, c'est-à-dire sans craindre que ce secret soit ensuite diffusé ou divulgué auprès d'un médecin. C'est ce choix-là qu'a fait la société aujourd'hui. Mais concrètement, c'est un meurtre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse... C'est un meurtre seulement si la personne qui est malade... Elle ne le fait pas pour tuer, mais elle le fait en sachant qu'elle tue. Non, alors oui, alors ça c'est pas tout à fait un meurtre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de faire prendre à autrui un risque, et si ce risque est délibéré... Il est avéré. Si c'est délibéré et avéré, il est poursuivable, bien sûr. Mais comment faire savoir? Parce que les médecins me disent qu'ils n'ont pas le droit d'aller dire à la femme s'ils connaissent son nom, son numéro de téléphone. La loi les interdit d'appeler cette femme pour lui dire que vous savez en ce moment on est en train de vous tuer. Moi je crois que si quelqu'un est victime de ça, il peut déposer plainte. Et la plainte prospérera. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences devant le tribunal. Mais empêcher, si vous voulez, quelqu'un d'aller voir un médecin parce qu'on lui fait peur en lui disant si tu vas voir le médecin, ce médecin va pouvoir te dénoncer à la police ou devant le procureur, c'est certainement aller dans le mur aussi, parce qu'il faut d'abord soigner ceux qui risquent de diffuser une maladie aussi terrible que le sida, par exemple. D'accord. Merci. Excusez-moi, monsieur le procureur, et je m'excuse envers tous ceux que j'aurais pu blesser par ces mots. On voit dans des films qu'aux États-Unis, quand vous avez un parent dans le coma, qu'on peut arrêter la respiration assistée, et dans les secondes qui suivent, quand on arrête toutes les machines, cette personne décède. En France, on en est où?
Il y a deux situations peut-être qui sont quand même assez différentes, et vous savez que ça a beaucoup défrayé la chronique de ces dernières années. C'est la question de l'euthanasie, comme on dit, encore que le mot, c'est peut-être pas tout à fait celui-là qu'il faudra employer, mais notamment pour ces personnes qui sont en phase terminale, qui demandent à mourir, qui n'en peuvent plus et qui prient leurs proches de bien vouloir leur accorder la mort. Ceux qui parlent et ceux qui peuvent pas parler. Il y a deux situations. Il y a les personnes qui sont dans cette situation-là de désespérance totale, d'absence de futur et qui s'expriment. Et il y a les personnes qui sont plus capables de rien, qui ne parlent plus, qui et on ne connaît pas leur avis en tout cas. Voilà. Et dans chaque situation, il y a un cas particulier. Mais quand même, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de donner la mort à qui que ce soit, pour quelque cause que ce soit. C'est la situation de la loi aujourd'hui, et je crois que c'est très très simple. Alors, je reprends encore le mot. Si quelqu'un, il suffisait de débrancher la technologie par le biais de l'électricité, en sachant que dès qu'il n'y a plus d'électricité, cette personne meurt dans la minute ou dans les heures. Aujourd'hui, si vous faites ça sur le territoire français ou un Français, vous êtes un meurtrier. Non, là, ce serait plutôt une non-assistance à une personne qui est en danger grave, mortel. C'est j'ai les moyens de pouvoir faire continuer à vivre cette personne, peut-être d'ailleurs ce corps, hein, puisqu'on est vraiment dans la situation de ces personnes qui sont en léthargie, hein, quasiment. Et je décide tout d'un coup d'arrêter de lui fournir ces moyens alors que je les ai. Voilà. Ça, alors, c'est une décision, ça s'appelle la non-assistance à une personne qui est en danger. C'est pas tout à fait le meurtre, c'est pas les mêmes peines du tout qui sont encourues. On est plutôt vers les 3 ans d'emprisonnement que vers la perpétuité. D'accord. D'accord, mais il y a de la prison quand même. Voilà, mais la prison quand même, bien sûr, encourue. Et ensuite, chaque cas est apprécié. Je vous assure, la justice, c'est pas une mécanique. La justice, c'est d'abord des hommes et des femmes comme vous, comme moi, et nous aussi. On sait regarder, on sait apprécier les circonstances tout à fait particulières de chaque affaire, de chaque histoire, de chaque personne. Merci. Encore 3 questions. Un suicide, mais cette personne nous laisse un mot en disant qu'elle n'en pouvait plus, que peut-être qu'elle a essayé certains de vos services ou le service de vos confrères à l'étranger dans d'autres départements, et voyant qu'un nuage autour d'elle, a décidé de sauter elle-même la vie, mais laisse un mot en disant que c'est de la faute à quelqu'un. Oui. Est-ce qu'il y a une enquête pour dire qu'il y a une association, que quelqu'un a poussé une personne à sauter la vie? Pour toutes les morts violentes en Guadeloupe, en France, il y a une enquête judiciaire qui est faite. Pour toutes les morts violentes, il n'y a pas une mort violente où il n'y a pas des fonctionnaires de police ou des gendarmes qui font une enquête, qui en réfèrent la plupart du temps par téléphone au procureur ou à ses collaborateurs. Et il y a une décision qui est prise. Est-ce qu'on continue à faire l'enquête pour savoir les causes de cette mort-là? Si on n'est pas tout à fait sûr. Ou est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? Je veux dire, est-ce qu'on est à peu près sûr de ce qui s'est passé? Et en parallèle, il y a l'enquête sur ce que vous évoquez. Est-ce qu'il y aurait des gens qui, sachant ce qui finalement est effectivement malheureusement arrivé, n'ont strictement rien fait pour porter secours à cette personne qui est en danger presque psychique plus que physique. Hein, voilà. Donc même sans lettres, vous nous assurez qu'il y a une observation concrète à ce niveau. Oui. Merci. Nous sommes presque à la fin. Alors, le meurtre, ou sous-entendu d'avoir donné ou porté la mort, même doucement à quelqu'un, par le biais de la drogue, par exemple. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui vous vend de la drogue, ou qui vous offre de la drogue, donc qui a pour objet, je crois, de tuer quand même la drogue, c'est un meurtrier? Non. Et si vous mourrez d'overdose, est-ce que vos parents ont le droit à ce moment-là de poursuivre la personne pour meurtre? Pas pour meurtre, mais on pourrait imaginer une action qui consisterait pour les parents à dire, ben voilà, celui qui a vendu cette horreur, ce produit-là à mon fils ou à ma fille, il est quand même responsable de ce qui est arrivé et je peux lui demander des comptes. Voilà. C'est possible des comptes, mais c'est plutôt presque du civil que du pénal. Encore que ça se discute tout ça. On est à la limite parfois de l'empoisonnement dans ce genre d'affaires. Alors, une touche d'originalité, même si elle est malheureuse, associée à ce dernier propos. Sur les paquets de cigarettes, c'est écrit « la cigarette tue ». Et pourtant, on la vend quand même sur le territoire français. Oui, oui. Alors, ça veut dire quoi? La loi est coupable de meurtre? On va mettre tous les responsables en prison parce qu'ils continuent à vendre quelque chose qui est dangereux. Mais il y a plein de choses dangereuses qui continuent à être vendues. Et si vous voulez, le problème est toujours plus compliqué que ça. Notamment pour la drogue et la cigarette, je me permets d'insister. C'est pas parce qu'on interdit quelque chose qu'on empêche les gens de le faire, et on le sait tous très bien. Surtout quand il s'agit de rechercher un produit qui a la réputation de vous faire partir dans un autre monde, en tout cas d'oublier vos tracas du quotidien. Et je parle pas que des produits illicites, moi je pense aussi au sec,
successifs que l'on peut incurginer au fur et à mesure dans la journée. Hein, d'accord. C'est aussi un produit très très grave. Merci. Alors, toujours, l'amiante. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut assimiler ça dans une plainte quand effectivement d'un point de vue médical, on s'aperçoit que la mort progressive est associée à l'amiante et le chlordécone pour associer une notion nationale et une notion vivement locale. Est-ce qu'une fois qu'on a fait la preuve au bout d'un certain temps de la mort progressive associée à ça, on peut considérer que ceux qui ont entretenu cela sont des meurtriers? Des meurtriers, non, parce qu'une nouvelle fois, un meurtrier, c'est quelqu'un qui a voulu la mort des gens. Mais c'est donc si pas on arrive à déterminer qu'il contre, savait que ça tuait. Voilà, alors c'est ça, c'est exactement ça. Donc, comme le sang contaminé. On peut le sang contaminé, vous évoquez le chlordécone, on peut évoquer effectivement différents produits qui se trouvent dans l'industrie ou même dans les choses qui nous sont vendues. Eh bien, à partir du moment où quelqu'un sait qu'on peut faire encourir un risque à quelqu'un d'autre en lui vendant ou en lui faisant consommer quelque chose sans l'avoir prévenu préalablement, c'est sûr que sa responsabilité peut être mise en cause. Mais elle peut être mise en cause, si vous voulez, dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, il y a certaines conditions, il faut effectuer certaines investigations pour établir la preuve de ces choses-là, et puis, selon que l'on veut aller au pénal ou plutôt au civil, si en responsabilité au nom de la société entière ou en responsabilité juste entre deux personnes qui se sont fait mal, quoi, finalement, eh bien, les délais d'action sont très différents. C'est quelques années à quelques dizaines d'années. Alors, vraiment, mes deux dernières questions. Le viol est-il considéré comme un meurtre? Et quoi d'autre est aussi considéré comme un meurtre? Bon, le viol et le meurtre, ce sont deux choses différentes. Mais vraiment... Aux yeux de la loi? Aux yeux de la loi, les peines encourues sont quasiment identiques. Pourquoi? Parce que c'est aussi grave l'un que l'autre. Le viol, c'est un acte qui n'est pas simplement sexuel. Pardonnez-moi, il faut quand même bien dire les mots ici. C'est pas simplement un acte sexuel, c'est un acte de domination sur quelqu'un dont on nie le fait qu'il soit un homme et une femme dignes, un homme et une femme debout, un homme et une femme qu'on doit respecter. Quand on ne respecte pas les gens, on les tue un petit peu. Alors, dernier mot sur ceci. Autant le viol n'est pas un meurtre qu'on peut considérer mais sanctionner aussi sévèrement, est-ce qu'il y a d'autres formes de crimes considérés aussi autant par le tribunal comme un meurtre? Oui, par exemple, c'est l'empoisonnement. Même quand on assimile, par exemple, quand on fait assimiler ou quand on donne à quelqu'un un produit dont on pense que c'est un poison, en fait, c'en est pas un, et qu'il n'est pas mort puisque c'est pas un poison, eh bien, la loi dit, cette personne-là, elle pensait avoir donné un poison à cette autre personne-là. Finalement, ça n'en était pas un, heureusement, mais on va le poursuivre, le condamner, comme si ça en était vraiment un. Et je conclue là-dessus. Meurtre en réunion. Quelle est l'ampleur pour chacun des intervenants qui étaient complices ou qui étaient au courant et qui n'ont rien fait? Et le meurtre d'un étranger sur le territoire français, est-ce qu'il bénéficie des mêmes droits que les Français? Et le meurtre d'un Français à l'étranger, qu'il soit victime ou coupable? Et je vous remercierai. Alors je commence par la dernière question pour que ce soit bien clair. Le meurtre d'un étranger, c'est la même chose que le meurtre d'un Français quand on est en France. Ce qui est protégé, c'est la vie humaine. C'est pas la nationalité de celui qui est, hélas, agressé ou qui a été tué. Bien. Les meurtres ou les homicides qui sont commis à l'étranger, ils sont soumis à la loi du pays étranger où ça s'est commis. Donc je ne peux pas parler pour le monde entier. Mais quand même, je ne connais pas beaucoup de pays sur la planète qui autorisent le meurtre d'autrui. Il n'y en a pas en réalité. Donc c'est chaque fois quand même des poursuites et des comptes à rendre évidemment à la société. En association complice. Voilà, pour les peines. Ceux qui participent. On peut participer de deux manières. On peut participer en étant vraiment dans l'action, on se met à plusieurs pour faire la même chose et finalement on tue quelqu'un. Comme ceux qui ont brûlé une petite fille. Ou on est un petit peu plus en retrait, peut-être un petit peu plus malin, et on a manipulé, on a seulement apporté le matériel nécessaire, ou on a donné les instructions, des ordres peut-être, des ordres. Et bien à ce moment-là, on est complice. Et bien la loi, elle est très simple aussi. Que l'on soit l'auteur principal, que l'on soit le co-auteur, ça s'appelle ça, comme ça, le co-auteur, celui qui a fait avec, ou que l'on soit le complice, celui qui a instigé tout ça, qui a réfléchi tout ça, qui a donné les ordres, c'est la même peine. C'est la même peine. Et le diplomate, pour revenir aux étrangers, un diplomate qui commet un meurtre, que ce soit un viol, parce qu'on parlait de viols qui sont considérés comme un meurtre, dans l'institution de la diplomatie? Oui, les diplomates sont protégés quand ils sont en exercice dans le pays étranger où ils ont leur fonction, sont protégés par une loi particulière. Et ils ne peuvent pas être poursuivis.
Mais il y a des cas, je me rappelle notamment d'un ambassadeur africain qui avait commis un accident de la route très grave dans le midi de la France, certainement que ça revient à la tête de certains. Finalement, cet homme-là, et son pays l'a autorisé, a décidé de venir rendre des comptes. Voilà, c'est son honneur, je dirais. Mais les diplomates, c'est la loi, et puis c'est normal, si vous voulez. Il faut pouvoir aussi se parler entre pays qui ne se comprennent pas forcément si facilement. Les diplomates ont une immunité, ça s'appelle l'immunité, qui fait qu'ils ne sont pas poursuivables pour une bonne part des infractions qu'ils commettent. Et si ça s'est fait, c'est parce qu'il y a eu plainte, parce que si vous étiez resté dans l'anonymat, ils n'auraient pas fait cet acte d'internation. Tout à fait. Permettez-moi quand même une chose. Même s'il n'avait pas accepté d'être jugé au pénal, ce monsieur-là, il y aurait eu quand même une action qui consiste en fait à demander à son pays d'indemniser les malheureuses victimes en France. Bon, donc certes, ça n'aurait pas été des poursuites pénales, mais il y aurait eu quand même nécessité d'initier cette action-là. Donc il faut déposer plainte, même quand il y a quelqu'un qui serait protégé, ou plus protégé que les autres. Merci. Rappelez-moi encore une fois, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, parce qu'on parle aussi, le viol est considéré comme un meurtre en France, donc une étrangère ou un étranger victime de ceci a le droit de porter plainte, même s'il n'était que de passage. Quel est le processus pour être entendu? Rappelez-nous encore une fois en conclusion. C'est toujours le même. Le processus, il est très simple. Il faut aller à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police. Éventuellement, on peut se faire accompagner. On peut peut-être, avant d'avoir parlé à un ami, en tout cas à quelqu'un de confiance. Mais en tout cas, il faut aller déposer plainte. Et puis, si vraiment on pense qu'on n'a pas sa place au commissariat ou qu'on n'a pas sa place à la gendarmerie, il y a des gens comme ça, eh bien, on peut aussi écrire. Et puis, si on ne sait pas écrire, on peut faire écrire ici. Au procureur de la République, je rappelle qu'il y a 4 procureurs de la République dans les départements anti-Guyane. Il y en a en Guyane, à Cayenne, il y en a un à Fort-de-France, en Martinique, et il y en a 2 en Guadeloupe, un à Basse-Terre et un à Pointe-à-Pitre. Et vous-même, vous avez des substituts qui font de l'investigation sur le terrain. Tout à fait. Monsieur le procureur, encore une fois, merci de jouer le jeu. D'histoire de la télévision et d'histoire d'humain, je n'ai pas connu de procureur qui se mettait à disposition pour nous rassurer. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Par exemple, l'assassinat, donc le meurtre avec préméditation, on encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour toute la vie. C'est la peine maximale encourue selon la loi. Et pour l'homicide involontaire sur la route, par exemple, on encourt maximum 5 ans d'emprisonnement. C'est quand même déjà beaucoup. Alors, je vous embêterai à pas mal de petits exemples et des réponses succinctes pour être sûr d'avoir brossé un panel sans toujours tout dire. Alors, que risque-t-on quand on fait une menace de mort? La menace de mort, c'est déjà en soi-même un délit. C'est une infraction qui est sanctionnée devant le tribunal correctionnel. Selon la nature de la menace, on encourt un certain nombre d'années de prison. Ça peut aller jusqu'à 5 ans quand c'est réitéré et par exemple quand c'est aggravé par une circonstance de racisme ou de xénophobie ou de problème de religion. Voilà. D'accord. Et quand donc ça, c'est quand cette personne s'adresse directement à vous, que ce soit de manière verbale, par papier ou je ne sais, ou à vos biens. Et quand c'est quelqu'un, on a ouï dire, qui prépare votre meurtre. Alors c'est plus délicat parce que, comme toujours, la justice, elle veut des preuves pour pouvoir sanctionner. À partir... Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du meurtre, ou tous les sous-entendus. Déjà, que peut-on appeler un meurtre en France? Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à quelqu'un dans des conditions irrégulières. Évidemment, ce n'est pas dans les situations de guerre, par exemple. Alors, avant même de commencer, différencions plusieurs aspects de donner la mort. Il y a donner la mort volontairement, donner la mort en préméditant sur presque un long terme et donner la mort par accident. Est-ce qu'il y a des appellations différentes au niveau des sanctions, au niveau juridique? Oui, bien sûr. Donner la mort en préméditant, c'est ce qu'on appelle un assassinat. Donner la mort en le voulant mais sans l'avoir préparé à l'avance, c'est un meurtre. Et donner la mort sans l'avoir voulu, dans certaines circonstances, c'est un homicide involontaire. L'exemple type, c'est l'accident de la route. Merci. Est-ce que dans ces 3 cas, il y a toujours en théorie des formes de sanctions
pour justement empêcher que demain, par accident, l'on fasse des bêtises qui ôtent la vie à d'autres êtres humains. Les trois cas sont des infractions qui sont graves. Bon, elles n'ont pas toutes la même gravité. Par exemple, au moment où il y a quelque chose qui est suffisamment avancé dans la préparation pour qu'on puisse dire, ben voilà, la personne qui va vouloir le faire, elle a tellement avancé dans sa préparation qu'elle ne pourra plus reculer. Eh bien, là, la loi sanctionne, ça s'appelle la tentative. C'est la tentative de meurtre, par exemple. Merci beaucoup. Eh bien, justement, j'arrivais à la tentative elle-même. Donc, quelqu'un qui a été pris sur le fait, une tentative, mais déjà élaborée, presque à accomplir son acte de meurtre. Oui. C'est une tentative de meurtre. Et je le dis, hein, la loi l'énonce comme ça. Tenter de faire mourir quelqu'un ou le faire mourir effectivement, c'est sanctionné de la même peine. C'est pareil. Quel que soit le motif. Quel que soit, il n'y a pas de bon motif pour tuer quelqu'un, sauf quand c'est vraiment l'ordre de la loi. Et moi je pense en particulier, comme je le disais tout à l'heure, au fait qu'on est un soldat et qu'on doit aller faire la guerre parce qu'il faut défendre son pays. Alors, à ce niveau, comment peut-on déjà, à ces deux titres, menace et tentative, se plaindre ou en tout cas éviter de se retrouver victime? Pour éviter de se retrouver victime, il faut effectivement être attentif, il faut en parler à des personnes, éventuellement il faut aller déposer plainte à la gendarmerie ou à la police. Ça c'est Vous hospitaliser ou etc. Des faits, on a des faits, peut-être pas des preuves mais des faits. Ah ça c'est vrai que c'est une question à laquelle on cherche tous à trouver une bonne réponse. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, c'est toujours des réponses qui sont un petit peu mélangées, un petit peu combinées. On a tous en tête ces gens qui sont comme ça dans les quartiers ou dans la famille, il y en a un qui se comporte pas bien et qui justifie en fait de soins presque plus que de sanctions. Est-ce qu'il y a une solution? Moi je crois pas. Moi je crois qu'à chaque moment dans les événements qui arrivent, la réponse elle est plutôt médicale ou elle est plutôt judiciaire ou elle est plutôt au sein de la famille. Hein, ça dépend. Alors restons au niveau de la victime. Cette personne a eu des effets négatifs sur quelqu'un, qu'il soit physique ou psychologique. Des personnes ont dû être, en tant que victime, internées au CHU par le SAMU, soit blessées ou soit effectivement un arrêt cardiaque de quelques secondes. Qu'est-ce qu'elles peuvent, par rapport à des faits, en tant que victime, se protéger demain? C'est pareil, elles doivent déposer plainte. Elles doivent faire connaître le fait que tout ça, ça résulte d'une menace ou d'une action, même de gestes de violence psychique qui ont été commises à leur encontre. Si on n'en parle pas, ça continuera. Le réflexe de base que l'on doit avoir quand il y a vraiment un risque important, objectif, que l'on a constaté. Alors justement, tentative. Quelqu'un a tenté, que ce soit dans le couple, ou autrement, a tenté à me tuer et me le disait, me le répétait, m'a étranglé jusqu'à presque ne plus avoir de souffle. J'en suis sorti et je sais que ça recommencera. Comment faire et peut-être même presque être protégé en le faisant? Oui, je sais, c'est des traumatismes terribles. On est dans la violence quotidienne avec en plus un contexte qui est très affectif. Hein, c'est dans la famille. On ne dénonce pas facilement quelqu'un qui est son mari ou son frère ou son père, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même arriver à en parler, il faut déposer plainte. Les peines encourues sont vraiment très très importantes, mais elles sont aussi considérées avec une certaine humanité et surtout une certaine compréhension de la situation dans la famille. Alors, quelques exemples. Déjà celui-ci, quelqu'un qui vous tient des propos verbaux, on a l'impression que c'est un marginal ou quelqu'un d'à part, mais vous êtes quelqu'un de fragile, que ce soit par votre âge, vous avez une crise cardiaque. Comment faire en sorte qu'on vous protège de cette personne, que ce soit quelqu'un qui traîne dans le quartier, etc., et qu'on a déjà dû